Bonjour à tous, aujourd'hui à Abidjan, nous avons rendez-vous avec le professeur Delafosse Joseph. Nous avons eu quelques embouteillages qui a bien failli nous faire manquer notre rendez-vous, mais on a fini par y arriver. Cet éminent psychiatre à la retraite a pris du temps pour nous parler de la psychiatrie en Afrique et de la santé mentale en général. On a trop tendance à nous mépriser nous-mêmes, à nous négliger, à nous sous-estimer. J'ai eu la chance d'accompagner 2 fois nos ministres aux assemblées mondiales de l'OMS. Et j'avais les thèmes de psychiatrie. Surtout en 2012, où l'OMS conseillait une prise en charge globale, c'est-à-dire que le patient prendre en charge aussi sa famille et puis revoir des attitudes thérapeutiques. On était tous plus ou moins braqués. Comment ils font en Amérique? Si vous attendez, c'est comme nous faisons. On ne comprend pas comment nous on veut travailler en Afrique avec les conceptions européennes. L'expérience que j'ai vécue avec l'USAID me fait partir aux États-Unis pour voir les différents centres de prise en charge des toxicomanes. Quand je suis revenu, je dis il y a une expérience qui m'a frappé dans la région de Washington. On a un grand tradipraticien, enfin il est décédé, à Benjerville. J'ai dit, quand on voit sa façon de travailler et la façon de travail de ces Américains, on a l'impression qu'ils ont fait la même école. Or, eux, tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Quand on a présenté Côte d'Ivoire, ils demandaient si c'était le Nigeria bien l'Afrique du Sud. Vous avez travaillé beaucoup avec des praticiens ou pas du tout? Trop. Ils sont ennuyeux parfois, mais C'est intéressants. vrai. Est-ce qu'on fait la différence? On ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Bon, c'est comme il y a des vrais médecins et des faux médecins. Il y a des brebis galeuses, il y a des médecins. Le tradipraticien, il a un champ d'activité. Comme disait le professeur Angaté, il est un tradipraticien. Hors de son aire d'activité, c'est un peu comme un chirurgien en dehors du bloc opératoire. Il sait parler, mais il ne sait pas soigner. C'est la même chose. Chaque tradipraticien sait dans quelle région il travaille parce que, selon sa définition, il travaille selon la tradition. Je dis, il ne faut pas avoir honte, ils ne sont pas scientifiques, ils n'ont pas de microscope électronique et tout ça, mais ils ont l'intelligence, ça c'est beaucoup. Il y en a un qui était très célèbre ici, qui aurait pu affronter beaucoup à l'Afrique, malheureusement, certaines activités extra-professionnelles, disons, ont fait de lui un chômeur, un vagabond qui a traîné les rues. C'était un Angolais qui avait été conseiller à l'époque au président, parce qu'il avait un médicament qu'on appelait anti-Laleka, qui était très célèbre ici. Ce médicament, en fait, dopait les défenses immunitaires. Et ça avait rendu service au président qui avait une tante qui avait un cancer. C'était à l'hôpital américain à Paris, on lui avait donné 6 mois. Cette dame, malheureusement pour son mari, elle a enterré son mari. Elle a dépassé les 6 mois qu'on lui avait donnés. Avec l'anti-Laleka. Avec l'anti-Laleka. Et cette dame, lors des funérailles du président, elle est partie en délégation. Et j'ai dit, tiens, je vais aller saluer madame. La dame était installée. J'ai dit, tu te rends compte. Elle a 2 mois et demi de retard sur sa date de décès. Et ce monsieur, quand il avait fini ses médicaments, il partait en Angola prendre ses plantes là-bas, il conditionnait ses médicaments, il venait les revendre. Il a laissé sa femme et ses enfants, il est venu vivre ici, il est tombé sur une dame qui l'a roulé, il a perdu la tête. Je l'ai vu un jour chez un tradipraticien. Je regardais un gars qui était vraiment... Ce gars qui était plus que milliardaire, qui ressemblait à un vagabond, qui était en guenille, qui était tous les stigmates de l'alcoolisme. Et ensuite, maintenant, les gens, ceux à qui il a travaillé, ont commencé à faire de l'anti-Laleka à partir du thé, du n'importe quoi. Voilà comment c'est. Je dis, avec toutes ces maladies qu'on voit, Ebola, Covid et compagnie, voilà quelque chose qui stimule. Je dis, mais l'Afrique pourrait être en premier plan. Et on ne sait pas quel plan il prenait. Même son épouse là-bas, elle dit qu'elle ne sait pas. Il allait la nuit avec sa machette en brousse. Puis il revenait avec les plantes qui étaient déjà travaillées, écrasées et tout ça. Qu'on ne voyait même pas. Ça m'a fait mal quand je l'ai vu. J'ai dit, ce gars-là méritait mieux que ça. Vraiment. L'Afrique est maudite sur ce point-là. Dès qu'il y a un cerveau, réduit à zéro. Tous les praticiens qui utilisent des plantes et tout doivent faire analyser ces plantes pour voir le contenu actif, le principe actif. Et maintenant, je dis à partir de là, vous leur dites, voilà, ce que ça soit une émo de vente, mais n'allez pas me parler d'amibiase. Non, ils n'en ont rien à cirer. Pour mettre de l'agent d'amibiase, il faut un microscope, ils n'ont pas. Des mots de vente.
des diarrhées sanglantes, des choses comme ça. Je dis voilà. Un des grands Français qu'on peut considérer comme doyen, le général de Dantec, il a sorti une fois un truc qui a stupéfié tout le monde. Il dit, il ne comprend pas. En Afrique, vous avez dans vos forêts tous les médicaments thérapeutiques qu'il vous faut. Pourquoi vous allez prendre les dérivés de ces médicaments synthétisés ailleurs? Disait le Dantec. Moi, je pense qu'en Afrique centrale, la richesse de la végétation là-bas doit permettre de soigner beaucoup de choses. Voilà ce en quoi on baigne. Je pense que nous pouvons apporter beaucoup à l'Occident. Parce que si Freud, avec ses conceptions, il n'a fait que décrire ce qui se passe dans une famille, puis l'appeler psychanalyse, il était aussi célèbre que ça, je pense que nous, en étudiant nos personnalités, nos façons de faire, les Européens peuvent se retrouver dedans. Il y a un médicament qui avait été synthétisé aux États-Unis, bon maintenant qui commence à coûter un peu moins cher, qui était censé traiter la schizophrénie. Bon, on a eu quelques exemplaires. C'était 125 000 francs la boîte de 30 comprimés. Un comprimé par jour. Et un traitement de combien de temps? La schizophrénie, c'est un peu comme le diabète, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc chaque mois, on devait débourser 120. Voilà. J'avais un monsieur qui était suffisamment nanti, et on a vu le changement qui s'est opéré chez son fils. Ce monsieur a dit, c'est pas possible, ce médicament devait être à la portée de tous. Comment se fait-il qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent payer, pas d'autres? Je prends de l'âge, je m'en irai, et sur le plan légal, mon fils ne pourra pas ajouter de grand chose. Qui va le soigner? On a arrêté ce médicament, maintenant il coûte 75 000 par mois quand même. Ah, il est toujours en circulation aujourd'hui. Il y en a qui ont le courage de le prescrire. Ça, je demande la fonction de l'individu avant de le prescrire. Et puis je lui préviens, après un mois de traitement, ce que vous avez payé pendant un mois là. Vous avez payé pendant longtemps. Hein. Il a bien un fois, il y a un laboratoire qui nous invite, qui fait un truc, qui a trouvé un autre médicament, très bien, médicament en retard. Et bon, ça va coûter tant de francs. C'est ça, 18. Et c'est un médicament en retard, hein. Une seule injection, je dis j'entends bien. Mais une seule injection à vie, il dit ah non, c'est toutes les 4 semaines. J'ai dit bon, donc on en revient encore un traitement mensuel. À 80 000 balles, c'est quand même un peu, même si c'est une seule injection. C'est-à-dire que si je casse l'ampoule, j'ai cassé 80 000. Pour ça, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai dit mais casser une ampoule, c'est sérieux aussi. Bon, il y a quelques laboratoires qui font des essais, mais il y a trop d'Africains qui entrent dans la consommation de ces produits par rapport au reste du monde. Parce que je dis, on ne peut pas donner un produit à quelqu'un parce qu'on en a, et puis après, quand on n'en a pas, on va changer de produit, mais c'est un cobaye. Oui. On a un collègue là, il a réussi à faire près d'une vingtaine de thèses sur la compréhension des symptômes schizophréniques à travers les ethnies en Côte d'Ivoire. Tu vois, Mani, ces travaux-là, tu travailles avec les anthropologues, tu fais un travail de recherche formidable. Parce que ça va nous permettre de ne pas prendre n'importe quel malade venant de n'importe quelle région pour donner le même traitement. Les familles aujourd'hui sont réceptives de votre point de vue. Dès qu'on me dit qu'aux familles qu'on va hospitaliser, ah oui, il faut le garder là-bas. N'est-ce pas, il faut hospitaliser, il faut le garder. Donc on est devenus des gardiens. Toute réinsertion familiale, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Les familles, parfois, acceptent, mais l'individu va rechuter parce que la famille l'a accepté, mais la société ne l'a pas accepté. Donc il est à la maison, il tourne, il ne fait rien, il s'ennuie, il casse un verre, il casse une eau, on l'attache, tape psychiatrique. Et c'est là que les dirigeants parlent de schizophrénie. Et puis ils disent non, c'est une réaction de colère de quelqu'un qui se sent inutile, qui peut faire ça comme se tirer une balle dans la tête, il n'y a pas de... C'est dans le même contexte. C'est quand je vois les travaux de Mathias Malbrook dont je parlais, le grand maître de la psychiatrie, il a dit les délirants hallucinés avaient un statut spécial près des gens dans leur culture. On disait qu'ils voyaient ce que les autres ne pouvaient pas voir. Ça donne beaucoup d'importance à l'individu. Alors que
mettez à l'hôpital, vous bourrez de médicaments. Il n'a plus de statut social. On ne fait pas de médecine sociale. On a lutté ici pour la médecine sociale. On est arrivé nulle part. Tout ce que les gens savent. Ah, il y a un malade qui traîne au plateau. Allez, ramassez-le. J'ai dit, mais c'est les ordures qu'on ramasse. Si vous connaissez l'histoire de l'hôpital psychiatrique de Benjaville, la première chose que vous ferez, c'est casser l'hôpital psychiatrique. Ouais. Parce que c'est un centre d'enfermement, c'est pas un centre de soins. Ouais. Actuellement, il y a un psychiatre à Boaké qui fait la psychiatrie communautaire, qui travaille avec les tradipraticiens, qui travaille avec les groupes de religion mystiques et tout, qui est en train de faire du bon travail. Il veut venir à Abidjan. Je dis, écoute, finis ce que tu es en train de faire à Boaké parce que ça peut servir de modèle aux autres régions. Et si on parle de dépression. Qu'est-ce que la dépression? Parfois, c'est une réaction. On n'a pas le droit maintenant d'être... Parce qu'on est arrivé au 21e siècle, on n'a plus le droit d'être triste. Surtout à une levée de corps. Celui qui va à la levée de corps et puis qui est en train de danser le hip-hop, d'accord. Là, vous m'appelez tout de suite, je l'embarque et puis on va à l'hôpital psychiatrique, on va poser entre nous. On est devenu trop inhumain. Toujours, ah, celui-là, il est bizarre. Même les jumeaux, parfois, ils sont différents. On ne sait pas admettre la différence de l'autre. Il faut que l'autre soit comme nous voulons qu'il soit. Alors, il a le droit aussi de choisir un peu comment il se sent bien. On n'admet pas tout ça. C'est ces problèmes que nous trouvons dans la prise en charge des toxicomanes. Oui, voilà, alors que le fils du voisin, il est comme ça. Le fils du voisin, c'est le fils du voisin. Vous ne savez pas les problèmes qu'il a. On vit de comparaison, mais pas de raison. Vous voyez le toxicomanie, très très gros sujet. Au Cameroun, je suis tombée des nues. C'est quoi la situation de la dictologie ici en Côte d'Ivoire? Ils ont un centre qui est très bien, le centre CASA, le centre, je ne sais pas trop quoi, pour la dictologie. C'est eux qui supervisent ça. Okay. C'est à Marcory et ils sont en train de vouloir faire une bêtise. Ils veulent délocaliser le centre CASA qui est vraiment un centre social de prise en charge, de détection des maladies opportunistes chez les toxicomanes, pour le mettre dans un hôpital, soit à Koumassi, soit à Port-Bougie. C'est une grave erreur. Parce que quand je travaillais à Nice, le patron avec qui je travaillais avait pris les toxicomanes. Et il s'est rendu compte que maximum 5 à 6 toxicomanes dans un service. Au-delà, ça devient une bande organisée. J'ai souffert parce que mon patron m'a dit, si vous voulez travailler avec les toxicomanes, faites comme eux puis regardez. Et je me suis retrouvé 2 fois à la préfecture de police parce qu'on les avait tous arrêtés, moi y compris. Et puis ils avaient pour principe d'être rejetés par la société, donc ils rejetaient les règles sociales. La première règle sociale qu'ils rejetaient, puisque nous sommes des marginaux, nous allons nous comporter comme des marginaux. Vous avez dans la rue parfois des jeunes qui se droguent à l'éther. Oui. Et ils savent que ça détruit les cloisons nasales. Mais je dis, mais ils ne vivent pas au futur, ils vivent au présent. Les cloisons nasales détruites, ça c'est après, mais aujourd'hui ils ont besoin d'être heureux. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est sur cette note que s'est terminé 2 longues heures de discussion animées et très intéressantes. Après avoir pris ma photo de groupie, nous avons repris la route vers une nouvelle rencontre. Cette journée a été vraiment magnifique. Likez la vidéo et abonnez-vous pour connaître la suite de notre aventure en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ciao!